Bon bah bonsoir, merci d'être aussi nombreuses et nombreux au lieu d'aller boire des verres en terrasse, ce que vous auriez pu faire. Vous êtes venus entendre parler de mobilisation citoyenne, de désobéissance, de sabotage. Attention, je ne dis pas ce mot trop fort parce qu'il y a 2 camions de CRS juste derrière nous, donc on fait attention. Alors, on va discuter du film, évidemment. On va peut-être faire quelques références à cette actualité politique joyeuse. On va pouvoir en discuter avec 2 intervenants de qualité. On va pouvoir se poser cette question. Quels sont les moyens d'action aujourd'hui pour les citoyens face à la crise climatique, face à la crise écologique de manière plus générale. Donc, à ma droite, Magali Payen, bonsoir. Alors on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vraie vie. Tu es fondatrice du mouvement de mobilisation citoyenne On est prêt. Et à ta droite, Thomas Braille, bonsoir. Tu es fondateur du groupe national de surveillance des arbres et tu es, j'allais dire, la figure, mais tu m'as dit non, tu es une des figures parce que tu ne veux pas que ça tourne que autour de toi, de la lutte contre le projet de l'autoroute A69. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, peut-être que tout le monde ici ne vous connaît pas forcément et j'aimerais qu'on revienne aux origines de vos engagements respectifs parce que on l'a vu dans le film là, Sabotage, tous les personnages ont un peu une histoire personnelle, un drame souvent qui va justifier le fait qu'ils se livrent à des actions aussi radicales. L'une des protagonistes a vu sa mère décéder à cause d'une canicule et donc elle décide de faire du sabotage. L'autre a une leucémie causée par l'exposition à des produits chimiques et elle n'a pas les moyens de se payer un traitement quand un couple s'est fait voler ses terres pour y construire un pipeline. Qu'est-ce que c'est votre histoire à vous, Magali? Je te laisse peut-être commencer. Alors il n'y a pas de drame de mon côté déjà pour commencer. Mais un héritage en fait qui me vient de mes parents et de mes grands-parents, à savoir que du côté de ma mère, j'avais une grand-mère ukrainienne résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et j'ai été bercée des récits de Seconde Guerre mondiale. Donc je sais ce que ça veut dire quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Et pardon, je balance déjà les références. On n'en parle pas tout de suite. On n'en parle pas tout de suite. Et par ailleurs, mon père était très proche dans les années 70 et puis après d'une femme qui s'appelle Françoise d'Aubonne, qui a été comme ma 3e grand-mère. Et Françoise d'Aubonne, en fait, c'est la mère de l'écoféminisme. Donc, elle a écrit en 1974 Le féminisme ou la mort. Et elle n'était pas seulement écoféministe, elle était aussi dans l'action directe, c'est-à-dire qu'elle a posé quelques bombes, notamment à Fessenheim, première centrale nucléaire en France. Voilà, donc j'ai été bercée des 2 côtés par ce genre d'histoire. Donc c'est une forme d'activisme qui a été transmis. Thomas, toi, on t'a beaucoup vu dans les médias, notamment à la fin de l'année dernière, ou plutôt à l'automne dernier, quand tu as entamé une grève de la faim qui a duré et de la soif à la fin, qui a duré plus de 40 jours, pour protester contre l'autoroute A69. Donc c'est un engagement très très important. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans ton récit personnel, dans ton histoire, à utiliser des modes d'action aussi, ce que certains pourraient qualifier de radicaux? Merci pour l'invitation. Moi, c'est simple. J'ai un petit garçon à la maison qui se lève tous les matins à mes côtés. Et la lutte que je mène aujourd'hui, elle est pour lui. Donc voilà. Je viens pas d'une famille de parents militants. On a toujours plutôt, dans ma famille, été en mode faut pas faire trop de bruit, faut pas faire de vagues. J'ai pas cette culture, moi, de la lutte. Elle est venue tout simplement parce que je suis un amoureux de la nature. Moi, je vis au milieu d'une forêt, dans le Tarn. Je sais ce que c'est que de se battre parce que on peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Moi, je connais bien tout ça, les ruisseaux, les rivières, les arbres. Et aujourd'hui, ça prend tout son sens encore plus parce que quand on est parent, on doit défendre ses enfants, il me semble, quoi. Voilà. Et alors, la question, peut-être l'éléphant dans la pièce, là, une fois qu'on a regardé ce film, c'est celle de la violence. Qu'est-ce qui est violent? Est-ce que saboter ce pipeline, c'est violent? Et on voit que c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, puisque entre les idéaux que peuvent avoir ces personnes qui veulent saboter un pipeline et la réalité du terrain, ils vont être confrontés à des situations où ils vont faire le choix d'être violents ou non, même contre des humains, même si au début ils se disent on peut être violent contre un pipeline, mais on ne sera jamais violent avec des personnes, et pourtant ils sont dans des situations où ils peuvent faire des choix. Et il y a une discussion que je trouve très intéressante, c'est cette discussion où ils se disent mais en fait ça va faire augmenter le prix du pétrole
À la fin, ça va avoir des conséquences sur la vie des plus précaires qui vont payer plus cher l'énergie alors qu'ils n'ont déjà pas d'argent, ce qui est aussi une forme de violence. Et donc j'ai envie de vous poser cette question à la suite de ce film. Est-ce que pour vous, ce qu'on a vu est violent ? Moi, j'ai envie de poser la question au public. Vous étiez pas prêts. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui comprennent leurs gestes ? Ceux qui ont de la sympathie pour eux, ceux qui ont envie de les défendre dans leur action. Donc c'est quand même la majorité des gens ici. Les caméras ne voient pas vos mains. Si, ça tourne et tout. Partiellement. Moi, si j'étais leur avocate, je mentionnerais l'état de nécessité, qui est qu'en fait, leur action est justifiée parce que le dommage pour lequel ils font des dégâts serait beaucoup plus grand si leur action n'était pas menée. À savoir que là, ce pourquoi ils se battent, c'est la préservation de la vie sur Terre. Et ça me fait penser à ce porte-parole de Just Stop Oil, qui dit exactement la même chose, en fait. Que tous ces scientifiques, en fait, ne voient plus d'autre manière que de faire eux-mêmes de la désobéissance civile parce qu'ils ont l'impression de créer dans le désert depuis plus de 50 ans. Thomas, est-ce que tu rejoins le point de vue de Magali ? Toi qui as été beaucoup accusé aussi de faire des choses illégales, d'occuper des terrains, d'occuper des arbres notamment, et donc de commettre aussi une forme à minima de désobéissance civile, si ce n'est accusé de... Alors pas de violence, mais de violence envers toi-même, notamment avec la grève de la faim. En fait, il y a suffisamment de lois en France qui ne sont jamais respectées. Et pour moi, les actions que l'on mène, c'est parce qu'il y a des articles de loi qui ne sont pas respectés. Donc je ne me sens absolument pas dans l'illégalité. Déjà, grimper un arbre, à un moment donné, sinon on mettrait tous les enfants en cabane, je pense. Il n'y a aucune loi qui interdit de grimper les arbres, ça c'est chouette. Mais bon, à force de le dire dans les médias, ils vont nous en pondre une, ça ne va pas tarder. Et après, moi j'ai envie de vous dire, je vais poser peut-être une autre question. On voit dans le film une jeune qui a une leucémie, elle sait qu'elle va mourir. Si demain on vous annonce que vous avez un cancer, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, c'est une question ouverte. Et j'ai envie de vous dire, la planète a un cancer. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait ? Voilà. Magali, toi tu es productrice à Impact. C'est ce que j'ai vu dans des articles qui parlaient de toi. Tu es activiste, on l'a dit. Et tu as créé en 2018, on est prêt, mais tu as aussi créé une société de production, Imagine 2050, qui vise à sensibiliser les leaders culturels sur la cause climatique. Donc là, on vient de voir une œuvre de fiction sur le sabotage. C'est une œuvre de fiction. Attention, personne ici n'appelle au sabotage, je le précise. Quel est pour toi le rôle de ces films, qui sont de la fiction, dans les changements de nos imaginaires ? Quel est le rôle des produits culturels, tout simplement ? Alors pour moi, les leaders culturels, ils sont indispensables. Il est indispensable de les responsabiliser. En fait, avec Imagine 2050, ce qu'on fait, c'est qu'on va énormément aller cibler ces leaders culturels que sont les artistes, mais aussi les journalistes, les publicitaires, les éditeurs de livres d'histoire, de BD, les éditeurs de jeux vidéo, de radio, etc. Et notre enjeu, ça va être qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer pour pouvoir eux-mêmes relayer l'alerte et nous enthousiasmer sur un nouvel imaginaire. En fait, ce dont on a besoin, c'est de comprendre quelles sont les lois du vivant. En fait, quelles sont les lois de la nature ? On parle des 9 limites planétaires, quelles sont-elles ? À quoi ça ressemble un monde dans lequel on respecte ces lois du vivant ? À quoi ça ressemble un monde dans lequel on respecte aussi la dignité humaine, le plancher social nécessaire pour vivre dignement. Et donc, l'enjeu, ça va être de faire travailler notre imaginaire à l'intérieur de ce nouveau cadre. Et pendant des siècles, on a construit des lois, on a construit des mythes, on a construit des morales. Tout ça, c'est des inventions humaines, tandis que les lois de la nature, on ne pourra jamais les changer, elles sont immuables. Donc en fait, l'invitation qu'on fait avec Imagine 2050, c'est de modifier les mythes de nos sociétés pour les adapter aux lois du vivant. Et dans le film, il est beaucoup question de médias.
ça, moi, les médias, ça m'intéresse. On voit que les protagonistes ont ça en tête, cette question de l'opinion publique. Et on le voit à la toute fin, en fait, qu'il y avait vraiment ça dans le plan depuis le début, c'est-à-dire de gagner cette bataille de l'opinion publique. Là encore, toi, Thomas, tu as été vraiment au cœur de cette question médiatique. Ton action a été couverte médiatiquement, elle a pris beaucoup d'ampleur, c'est arrivé vraiment jusqu'au président de la République. Il y a eu évidemment des médias pour documenter les causes de ton engagement, pour documenter ce qui se passait réellement du côté de la 69, et il y a aussi eu beaucoup de critiques. Il y a eu aussi, je pense à une interview vraiment impressionnante, où on remet en cause même tes choix familiaux, où une intervieweuse te dit « mais tu as un fils, vous avez un fils monsieur, comment pouvez-vous vous mettre en danger à ce point-là ?» Donc on voit qu'en tant que militant ou en tant que personne qui veut faire de la désobéissance civile ou tout simplement faire entendre la lutte contre le réchauffement climatique, on s'expose non seulement à devoir gagner cette bataille médiatique, à convaincre, mais en plus on s'expose personnellement. C'est notre personne qui est remise en question et on doit même justifier ses propres choix de vie, ses choix personnels. Comment est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que tu as intellectualisé ça, anticipé ça pour gagner cette bataille des récits à laquelle finalement Magali faisait référence juste avant? Alors déjà, la bataille de l'opinion publique, on l'a gagnée, j'ai envie de vous dire, dans le bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris le rôle essentiel des arbres. Mon enfant de 4 ans aussi l'a compris parfaitement. Moi, tout ce qui est les critiques, les machins, ne perdez pas votre temps à ça. Enfin, là, je pense que je parle avec convertis, c'est pas vous qui allez me critiquer, mais pour les personnes qui regarderont cette vidéo, ne perdez absolument pas votre temps avec ça parce que je ne lis absolument pas toutes les critiques. C'est une perte de temps. Le temps, je le consacre à mon fils, je le consacre à mon potager pour bien le nourrir, mais pas à regarder tout ce qui se déverse sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, moi, je suis de passage. Je pense qu'on a oublié qu'on allait mourir, en fait. Je crois que l'être humain, il croit qu'il va être éternel. C'est un peu le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait, on reste sclérosé dans la peur. Et la peur, elle empêche de faire des choses. Moi, j'aimerais bien aujourd'hui voir un petit peu plus de gens courageux, des parents qui s'impliquent un peu plus dans la défense de l'environnement pour que leurs gamins puissent évoluer sur une planète viable. Et dans le mot courage, c'est l'étymologie, c'est le cœur. Je pense qu'on réfléchit trop avec notre tête. Si vous laissez parler votre cœur, vous êtes capable de défoncer des montagnes, quoi. Voilà. Mais alors, excuse-moi d'insister, mais sur cette question de la stratégie médiatique, quand on entame une grève de la faim, on se fait violence à soi-même. On se met soi-même dans une situation de forte vulnérabilité. Est-ce que c'est vraiment l'objectif de gagner l'opinion publique de cette manière? Est-ce que toi, tu réfléchis à ça, à comment je fais pour convaincre, pour susciter l'empathie? Parce que je crois que ça a joué un rôle très important. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces interviews où on te voit amaigri, affaibli, rester droit dans tes bottes. Et c'est vrai qu'on a envie instinctivement, humainement, de soutenir quelqu'un qui est dédié comme ça à sa cause et qui est non violent. Est-ce que c'est quelque chose que tu as théorisé ou est-ce que c'est quelque chose, pas comme les militants justement qui sabotent un pipeline, ou c'est quelque chose qui t'est juste venu comme ça? En fait, la grève de la faim, elle est partie du principe que j'étais à Vendine, on n'a pas pu regrimper les arbres, donc Vendine, c'est un alignement de platanes que j'avais déjà grimpé, j'étais resté 10 jours, ça avait permis de rester à peu près 2 mois sans qu'il y ait des abattages, puisqu'il y avait des périodes de nidification, et on savait qu'il fallait les regrimper en septembre. Sauf qu'en septembre, on nous a collé une armée d'hélicoptères, de CRS. En fait, c'était impossible pour nous d'y aller, même en mode commando, on n'y est pas arrivé. Et tout ça pour dire quoi? Voilà, quand je pars trop loin, je ne me rappelle plus. Et du coup, ça t'est venu de faire la grève de la faim? Et du coup, voilà, c'est ça. Donc, en fait, la tête abatteuse est arrivée le 1er septembre à minuit. Et donc, il y avait des rangées de CRS devant nous. Et là, une fois de plus, comme je vous dis, c'est le cœur qui a parlé. J'ai dit, si la tête abatteuse touche un seul arbre, j'entre en grève de la faim. Et en fait, là, vous réfléchissez pas trop. Donc, il se trouve qu'on y est allé et ça a donné ça. Ensuite, vous savez, on nous traite d'éco-terroristes, de plein de trucs dans l'esprit. Ils peuvent faire ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas la question. L'idée, c'est que c'était aussi pour montrer que cette violence-là, en fait, elle va nous arriver dans pas longtemps. Parce que quand vous faites une grève de la faim, c'est les terres agricoles, puisque c'est ce qui nous nourrit. Et la grève de la soif, c'était pour dire que si on continue comme ça, à déforester, à couper des arbres et à faire des projets écocides comme ça,
eh bien, les arbres, ils sont créateurs de nuages et créateurs de pluie. Donc c'était une façon d'alerter l'opinion publique là-dessus, et c'était aussi une façon de montrer que la violence, on ne peut pas nous traiter d'éco-terroristes parce que la violence, elle a fait qu'à nous-mêmes. Voilà, c'était juste ça, quoi. Et alors, je vois qu'il y a un petit peu des têtes d'enterrement dans cette salle, hein. Il y a une ambiance pas dingo depuis notamment 2 semaines à peu près. Et je pense qu'on a bien besoin de t'entendre parler, Magali, de la joie, parce que toi, tu l'as théorisé, tu en parles, tu expliques, en tout cas, je t'ai vu expliquer dans des interviews, que pour réussir à mener ces luttes dont on parle, qui peuvent être, on l'a vu, très variées, qui peuvent aller de changer nos imaginaires avec des produits culturels, qui peuvent passer par du militantisme, par des grèves, par même du sabotage, comme dans le film, eh bien, toi, tu dis qu'il faut garder de la joie, qu'il faut qu'on rende ces luttes joyeuses pour pouvoir les mener jusqu'au bout, pour pouvoir les mener sur le long terme. Alors là, je pense que vraiment la situation nous oblige et qu'on a besoin de tes conseils. Comment est-ce qu'on fait, plus sérieusement, pour garder de la joie quand on subit de la violence, comme la subissent d'ailleurs les militants dans le film? Comment est-ce qu'on fait pour garder de la joie quand on est dans une situation aussi oppressante que celle d'aujourd'hui? Ce qui apporte le plus de joie, ce qui m'en apporte, moi, depuis le 9 juin, en fait, c'est l'action collective. D'être dans l'action, ça fait vraiment sortir de la sidération, du désespoir, du découragement, et de vivre l'action avec plein d'autres personnes. Moi, depuis le 9 juin, je suis dans toutes les boucles interorgas nationales. Il y a des centaines d'organisations qui se bougent vraiment pour éviter que l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est beau, c'est très très beau ce qui se passe. Et ça procure énormément d'espoir et de foi en l'humanité de vivre ça. Et moi, il y a un livre qui a changé la vie de beaucoup d'amis qui s'appelle Joie militante et qui parle justement de cette nécessité de prendre soin des uns des autres, d'agir sur le terrain, de s'adapter vraiment à ce qu'il y a à côté de chez soi, de ne pas être trop dans l'abstrait. Et c'est exactement ce que tu fais, Thomas. Bon, puisqu'on a commencé, on va parler de l'extrême droite. Je pense que c'est quand même le sujet. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu en regardant le film, en écrivant les questions. Je l'ai fait juste après qu'il y ait eu cette dissolution de l'Assemblée. Et je me disais, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un débat qui n'a aucun sens actuellement? Est-ce que là, la priorité absolue, ce n'est pas de lutter contre l'extrême droite, contre son caractère antidémocratique notamment? Et est-ce qu'on n'est pas un peu obligé de faire passer l'écologie à la trappe? Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là, aujourd'hui, on n'est pas par nécessité obligé de lutter contre l'extrême droite? Je rappellerai qu'il y a un député RN, Sébastien Chenu, qui a déclaré en fin de semaine dernière que les militants d'extrême gauche seront mis hors d'état de nuire en manifestation. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je crois que je ne veux pas le savoir. Mais comment est-ce que toi, tu te sens face à ça? Et comment est-ce que c'est devenu la priorité dans ta vie, par exemple, de combattre l'extrême droite? Alors, moi j'ai toujours porté un discours apolitique depuis le début, parce que j'estime que c'est pareil, militant, écologiste, activiste, moi je me suis jamais défini comme ça. Moi je suis citoyen du monde, j'ai une entreprise qui travaille, je travaille dans les arbres, et j'ai créé une association de défense des arbres, et puis voilà, je suis papa d'un petit garçon, donc moi je veux bien le numéro de ce monsieur, ça a l'air intéressant peut-être de discuter avec lui pour essayer d'échanger. Moi, je ne suis pas du genre silex contre silex, je ne sais pas faire. J'ai toujours essayé d'ouvrir le dialogue, le débat. Parfois, au forceps, j'arrive à obtenir des rendez-vous. Il faut s'accrocher devant le ministère pour parler à Clément Beaune, mais peu importe, je m'en fous. Et voilà, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, ce n'est pas l'avenir que je rêve pour mon fils. Moi, j'ai mon grand-père, il m'a fait des récits quand j'étais petit. Il vivait dans l'Aude, des maquisards qui étaient dans la grotte, qui se sont tous fait fusiller par les Allemands. Voilà, c'est pas l'avenir que je veux pour mon gamin. Et puis, je suis pas d'extrême gauche non plus. Donc après, peut-être que je serai pas dans le panier à salade le jour où ils les récupéreront tous. On verra. Mais en tout cas, ce monsieur-là, j'essaierai de le contacter pour essayer de discuter avec lui. On verra. Magali, est-ce que tu veux réagir à ça? Toi qui prône ce changement des imaginaires et qui œuvre à ce changement des imaginaires, qui dit qu'il faut qu'on mène cette bataille de la communication sur les réseaux sociaux, la fiction, le reportage, l'information, les campagnes publicitaires, toi tu dis même les récits d'entreprise, il faut y aller partout pour sensibiliser au réchauffement climatique. Là, quand on voit la situation politique actuelle, on se dit que ça n'a pas bien marché, cette bataille des imaginaires. Est-ce que ça suffit aujourd'hui? En fait,
L'extrême droite l'a très bien compris que c'était important de mener cette bataille des imaginaires. Et en fait, il y a un penseur politique, activiste italien, qui est Antonio Gramsci, qui a vécu il y a très longtemps, qui expliquait qu'en fait, la bataille des imaginaires, en fait, elle est précurseur de la victoire dans les urnes. Et lui, il a été repris par ce qu'on appelle la nouvelle droite, les nouveaux gramschistes, Alain de Benoît, tout ça. Donc beaucoup de penseurs d'extrême droite qui, depuis les années 70, ont fait des bouquins qui ont adapté Gramsci pour que l'extrême droite se l'approprie. Il est très lu par les conseillers de Donald Trump, Marine Le Pen, etc. Et donc en fait, ça fait des décennies que l'extrême droite a compris que cette bataille des imaginaires était importante à mener. Et ils y arrivent très bien. Enfin, là, il y a un rapport qui est sorti le 22 mai sur le réseau Atlas, qui est un réseau de milliardaires nord-américains qui, depuis 1981, injectent des millions dans cette bataille des idées pour l'extrême droitisation des esprits. Et une de leurs techniques, c'est d'acheter en masse des médias. Donc ils ont exactement la même stratégie de Bolloré. Ils sont très contents voilà, de cette convergence. Et moi, ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est de pousser en fait, ce réseau Atlas dans les médias pour qu'on comprenne que la situation actuelle est en partie due à ces ultra-riches qui ont tout intérêt en fait, à détourner l'attention du peuple vers les principaux responsables et à trouver des boucs émissaires. L'immigration, voilà. Moi, je considère que si on perd la démocratie, on perd tout le reste. Donc si on perd la démocratie, on perd le combat écologiste aussi. Et alors réfléchissez bien à des questions parce qu'après je vais vous donner la parole dans la salle. Je le dis avant pour que vous puissiez réfléchir, pour que quand je vous dis la parole est à vous, vous ayez des questions en tête. J'aimerais rester sur cette question de la mobilisation citoyenne. Alors voilà, il faut continuer à mener cette bataille des imaginaires. Et aujourd'hui, pour avoir personnellement travaillé sur la question de la jeunesse, on a la sensation qu'il y a une partie des jeunes qui est prise entre la volonté de fermer les yeux parce que la situation est trop dure, parce qu'on veut même plus en entendre parler, parce que ça paraît perdu d'avance, parce qu'on a un très grand sentiment d'impuissance qui a été aussi beaucoup documenté et traité par la militante écologiste Camille Etienne. Et de l'autre, on a des jeunes comme ceux qu'on voit dans le film qui se disent « Non mais là on n'a plus le temps, on va pas passer par des moyens démocratiques, on va pas respecter les lois, on va aller dans le plus radical du radical, on va même basculer dans de la désobéissance civile, voire voilà, du sabotage. » Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces jeunes ou ces moins jeunes, ou en tout cas ces personnes qui aujourd'hui se sentent concernées par la situation et qui ne savent pas quelle attitude avoir? Par où est-ce qu'on commence quand on veut s'engager pour avoir la sensation d'être utile en tant que citoyen ou citoyenne? En fait, là, tout de suite, si les moins de 25 ans allaient voter en masse, on gagnerait contre l'extrême droite. Donc déjà, à très court terme, moi ce que je souhaiterais, c'est que les moins de 25 ans, plus largement les moins de 35 ans, après tout le monde évidemment, aillent voter. D'accord. Le calcul, les sondages du 21 juin montrent que à 50% les moins de 25 ans s'abstiennent, alors que s'ils allaient voter, ils seraient 56% à voter à gauche, Et oui. 19% à l'extrême droite, et après le centre. Oui, on rappelle que cette idée que les jeunes seraient tous d'extrême droite est une falsification, qu'effectivement il y a une montée de l'extrême droite chez les jeunes comme chez le reste de la population, mais que les jeunes ne sont pas particulièrement d'extrême droite et qu'ils sont encore aujourd'hui globalement marqués à gauche, du moins sur les idées dans les différents sondages, et ce même avant les élections. Voilà, donc à très court terme, ne serait-ce que pour pouvoir, s'ils ont envie, faire de la désobéissance civile plus tard, il faut pour ça être en démocratie. C'est-à-dire que sous un régime d'extrême droite, les écolos, ils sont soit en prison, soit dans plein d'autres pays assassinés. Je veux dire, ceux qui se font le plus assassiner au monde, ce sont les écolos et les journalistes. Super. Je suis ravie d'être venue. Désolée. Thomas, toi, c'est une question qu'on doit aussi beaucoup te poser. Et c'est une question qu'on me pose aussi. On se sent impuissant, on ne sait pas quoi faire. Par où est-ce qu'on commence? Et surtout, est-ce qu'on attend d'avoir une expertise sur le sujet qu'on entend défendre pour commencer à s'engager? Quelle est la limite ou le début de degré de savoir qu'il faut avoir pour se dire, ça y est, là, j'y vais? Non, il n'y a pas de degré de savoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le cœur qui parle. Si vous trouvez que quelque chose est injuste, il faut se battre
Moi, j'ai toujours, depuis tout petit, dans la cour d'école, j'ai toujours défendu l'opprimé, quoi. Il y en a toujours un qui se fait taper dessus, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas logique, enfin, moi, ça a commencé comme ça il y a 5 ans. J'étais jardinier pour la ville de Mazamet, où j'ai bossé pendant 10 ans. J'ai quitté la ville, j'ai monté ma boîte, et puis les anciens collègues m'appellent en me disant le maire, il va battre l'alignement de 9 platanes. Là, j'ai de 120 ans. Je dis, mais il est con ou quoi? Ouais, je l'ai dit comme ça en plus. Et puis j'ai dit, tu vas aller parler au maire, qui a à peu près le même âge que moi. On avait des amis en commun, et je me suis dit, il va comprendre ce qui se passe. Il est pas bête. Eh ben, je vous laisse la réponse, quoi. Donc voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Mais je dis non, ces arbres, ils ne seront pas abattus. Je suis désolé, il y a un article de loi qui est le L350-3, machin, qui interdit les abattages des arbres d'alignement. J'ai fini le lendemain, ils en ont coupé 2. Les forces de l'ordre, bon, nous, les articles de loi, on ne comprend pas trop. Bon, hop, à dégager. Et puis j'ai vu 2 arbres tomber, quoi. Donc là, j'ai dit non, c'est pas possible. Et à 4h du mat, j'étais dedans, j'en ai sauvé 7 sur 9. Et après, je me suis dit, ah bon, mais c'est ça, en fait, la vraie vie, on ne respecte pas la loi. Parce que j'étais un peu naïf à l'époque. Et je vivais dans le monde des bisounours. Mais là, après, je me suis aperçu qu'il fallait vraiment créer une association pour la défense des arbres parce que ça ne le faisait pas du tout. Donc, non, allez-y plein pot. Faites-vous plaisir, rejoignez les mouvements. À plusieurs, bien entendu, on est plus fort. Nous, on a la chance d'être dans les arbres. Donc, c'est sûr que le premier rapport qu'on a avec les forces de l'ordre, voilà, on ne se fait pas taper dessus quand vous êtes à 15 ou 20 mètres de hauteur là-haut. Et en fait, c'est vous le juge quand vous êtes dans un arbre parce qu'il y a cet effet, ce phénomène de hauteur. Quand vous allez devant un juge, moi pour l'avoir fait un petit peu, eh bien en fait ils sont toujours en hauteur et c'est eux qui donnent la loi. Mais nous aussi quand on est dans les arbres, c'est nous qui disons qu'il y a des articles de loi, il faudra les respecter. Donc voilà, on a cette... et du coup le rapport moi que j'ai instauré aujourd'hui avec les forces de l'ordre, même si j'ai déjà pris 2 coups de matraque bien placés, ça ne m'empêche pas de dire qu'il y a toujours des brebis galeuses partout. Il y en a même chez les écolos, il y en a partout. Et que dans la dernière garde à vue que j'ai faite, il y a un gendarme qui m'a demandé est-ce que je peux faire un selfie avec vous, c'est pour mon fils. Donc là, je me dis que le combat, il commence un peu à être gagné, c'est sympa. Voilà, mais tout ça parce qu'aussi, quand je suis face aux forces de l'ordre, je sais que ça va être difficile d'entendre ça pour certaines personnes qui ont déjà pris des coups de matraque et qui n'aiment pas du tout et qui crient à câble du matin au soir. Je respecte tout le monde, chacun sa philosophie. Moi, la mienne, c'est de dire que c'est pas en disant toi t'es un con que ça va s'arranger. Donc ça marche pas en fait. Je pense que c'est en essayant de faire comprendre que vraiment c'est les arbres et le reste après on essaye de... Voilà. Je suis désolé, j'ai une philosophie peut-être un petit peu, c'est la sagesse, peut-être l'âge qui me donne cette philosophie-là. Mais je pense que si j'avais 20 ans, j'aurais envie de tout faire péter, quoi. Voilà. Ah. J'aimerais terminer sur une question de santé mentale. Parce que je crois que c'est important. Et que surtout, quand on fait face à des enjeux aussi graves, qui nous atteignent aussi profondément, on voit qu'à chaque événement politique qui est difficile, il y a une augmentation des dépressions et des troubles anxieux. Je me dis qu'en tant que militant, c'est un impensé du militantisme, beaucoup. Et on demande peu aux gens qui luttent comment ils vont. Et s'ils vont bien, comment ils font pour aller bien, ou s'ils vont pas bien, comment ils font pour aller mieux. Magali, peut-être tu peux nous répondre sur cette question. C'est fondamental comme enjeu de lier l'écologie intérieure à l'écologie extérieure, pour plein de raisons différentes, ne serait-ce que pour continuer dans la durée et pour éprouver de la joie et du plaisir au quotidien. Et en fait, c'est comme ça qu'on tient le mieux. C'est quand on trouve l'action qui nous apporte de la joie, en fait, ça nous régénère, ça nous fatigue pas. Et c'est vraiment important aussi de distinguer les passions harmonieuses et les passions obsessives. Donc nous, on essaye vraiment d'être dans cette passion harmonieuse, c'est-à-dire arriver à couper. Bon, alors là, depuis le 9 juin, c'est difficile pour nous. Et on a mis un programme Tu flippes, point d'interrogation, prendre soin de soi pour prendre soin du monde, qu'on a élaboré avec des psychologues, des scientifiques, des médecins, tout ça, qui invite à mener plein d'actions différentes, notamment sortir de l'isolement et parler avec des personnes qui comprennent ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on comprend du monde. Passer du temps dans la nature, moi c'est mon truc, c'est pour ça que j'ai déménagé dans la Drôme. Ça marche pour moi. Ouais, non mais ça c'est un truc de fou, vraiment. Il y a plein d'études scientifiques qui le montrent. Après, revenir au corps et au temps présent, parce qu'on a souvent tendance à flipper pour des peurs qui sont dans le futur mais qui ne sont pas là présentement. Alors c'est bien de savoir pourquoi on agit, ce qu'on cherche à éviter, mais c'est aussi important de revenir à ce qui va bien dans le présent. Et
Tu parlais d'obsessif, de militantisme obsessif. Dans le film, Tout ils sont à comment? fait. Ils sont pas en mode harmonieux dans le film. Ils sont un peu. Moi, ce que je trouve dommage, c'est parce que c'est que dans le film, ils ont plein de potentiel. Et en fait, Il y a un côté sacrificiel dans ce qu'ils font. C'est ça. Et c'est dommage de finir en prison alors que tu pourrais continuer à agir sur le terrain, quoi. Thomas, toi, comment est-ce que tu vis cette question du sacrifice personnel, puisque tu as encore une fois beaucoup donné de ta personne, et de la santé mentale? Alors, mentalement, je vais bien. J'espère que ça se ressent quand même quand je parle. Non, vous dire que moi, enfin, en tout cas, je suis pas une machine, quoi. J'ai des hauts, j'ai des bas. Je suis un être humain. Quand ça va pas, la grève de la soif, j'ai mis quelques mois à rester chez moi, à me remettre, à me retaper. Il y a des matins où vous vous levez, vous vous dites mais tout ce que je fais, ça sert à rien. Puis après, quand votre petit garçon il rentre de l'école avec un grand sourire, vous vous dites bah si, ça sert en fait. Voilà, tout ça, c'est assez compliqué. Moi, j'aimerais juste peut-être vous délivrer un message important, je pense. N'ayez pas peur en fait de vous battre, quoi, parce que la seule peur que vous devez avoir, c'est celle du mur qu'on va se prendre demain si on fait rien aujourd'hui. Et j'espère en tout cas que tous les déplacements que je fais à droite à gauche, l'idée c'est que, enfin, j'aimerais qu'en sortant d'ici vous fassiez quelque chose, quoi. Sinon ça sert à rien qu'on prenne le micro et qu'on sillonne la France, qu'on continue à s'accrocher dans les arbres et qu'on continue à être peut-être dans des gaz lacrymogènes. Moi j'ai clairement annoncé de ça il y a à peu près 3 mois, j'ai fait une vidéo en disant à l'État, je m'adresse à l'État, que vous pouvez me mettre en prison, vous pouvez me faire toutes les gardes à vue que vous voulez, toutes les peines financières que vous voulez, même si je perds ma maison. L'idée, c'est de continuer à le faire parce que j'ai un petit garçon derrière. Voilà, c'est le message que je vais vous faire passer, quoi. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et de continuer à être avec nous, puisque c'est à vous la parole, même s'il fait 45 degrés dans cette salle, et c'est une expérience préventive du réchauffement climatique. Vous allez pouvoir poser vos questions. Et alors, comment on va faire? Est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Je ne crois pas, alors il va falloir parler très fort, se tenir bien droit comme ça et porter la voix au loin. Très bien, merci. Merci pour cette question et ces échanges, c'était hyper enrichissant. Moi, c'est la 3e fois que je vois le film aussi, il me bouleverse toujours autant. J'aimerais rebondir un peu sur le sujet de cette discussion, où là, si j'ai bien compris, c'était les moyens d'action en fait citoyens. Et moi, je trouve qu'il y a un léger impensé dans cette question, c'est que pour moi, pour questionner les moyens d'action, il faut aussi questionner l'objectif. Et du coup, les moyens d'action qu'on va utiliser vont toujours dépendre de quel objectif est-ce qu'on poursuit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance, l'objectif tendanciel auprès de la gauche et des écologistes, c'est l'anticapitalisme, et c'est une chose d'assez fou. Et même là, dans le film, c'est pas vraiment défini. Au moins, l'objectif, c'est le pipeline. On voit pas quel système est ciblé précisément. Aujourd'hui, pour moi, le système capitalisme, il est surtout fondé sur une infrastructure, c'est-à-dire pareil, des pipelines, tout un réseau pétrolier, des câbles sous-marins, des navires transocéaniques, etc. Et du coup, moi, la question que je me pose en tant qu'écologiste, c'est à quel point est-ce qu'on veut détruire ou du moins stopper cette infrastructure pour solutionner la crise écologique. Merci beaucoup pour cette question. Elle n'est pas du tout la fin de la question, C'était l'intro. C'était bon. Je comprends pour tout le monde. Ah ouais, bien sûr. Disons que j'ai l'impression qu'on pense qu'il y a des bonnes parties de l'industrie, des mauvaises parties de l'industrie, des bonnes technologies et des mauvaises technologies. Mais par exemple, moi, quand j'en parle avec mes amis, on me dit souvent, peut-être dans le monde de demain, on pourrait quand même garder Internet pour continuer à communiquer à travers les continents, s'échanger des informations, garder Wikipédia, etc. Mais même pour garder Internet, en fait, on doit garder déjà des terminaux, des ordinateurs, des smartphones, des box Wi-Fi, des satellites, des câbles transocéaniques pour faire passer Internet, mais aussi du coup de l'extraction minière à l'autre bout de la planète pour récupérer des minerais rares. Et du coup, est-ce qu'on veut garder ce système, mais qu'une partie? Et j'ai l'impression qu'on répond rarement à cette question-là. Moi, mon parti pris, c'est que c'est l'ensemble de l'industrie qu'il faut supprimer, qu'il faut arrêter. Parce que pour moi, on ne peut pas séparer les bons des mauvais côtés de l'industrie. Tout est interconnecté. Le problème, il est mondial. Et voilà. Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Entité de Résistance et qui a pour objectif, du coup, de stopper l'ensemble de l'infrastructure industrielle, je veux dire, à échelle mondiale. C'est un objectif très ambitieux, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre objectif organisation à notre connaissance qui a cet objectif-là.
Et voilà, ma question, c'est je voulais savoir, pour vous, en tant qu'écologiste aussi, et activiste, quel est l'objectif que vous poursuivez? Je répète pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu au fond, quel est donc l'objectif que vous poursuivez en tant qu'activiste? Est-ce que vous voulez mettre fin à la société, la société thermo-industrielle, je crois que ce serait ça, ou est-ce que vous vous situez dans une position peut-être plus médiane, où vous voudriez garder une partie des infrastructures qui nous permettent de bénéficier d'un certain confort? Est-ce que vous pensez que c'est possible, Magali? Je suis d'accord qu'il faut réinventer complètement un système. En partant de ce qui existe réellement comme ressources, sachant qu'on a déjà beaucoup appauvri la planète, on a déjà beaucoup extrait, on a déjà beaucoup rasé, enfin il reste 4% de sauvage, toute la masse du vivant. Donc partir des ressources existantes et de tout ce qui existe déjà, c'est-à-dire avec tout ce qui existe déjà aujourd'hui, je veux dire, on pourrait arrêter la production de textiles, la production d'habits. Je pense qu'avec tout le cuivre qui est extrait, on peut arrêter les constructions et durer pendant des décennies. Donc en fait, c'est revenir à un usage raisonnable avec l'existant, quoi. Thomas, toi, comment est-ce que tu te positionnes face à ça? Oui, moi j'aurais le même raisonnement. En fait, je pense que on a usé de choses, on a utilisé des biens qu'on a extraits de la planète. On vit dans des, enfin, là aussi, entre guillemets, moi je fais peut-être partie des privilégiés, je sais pas, mais j'ai une belle maison que j'ai construite moi-même dans un grand terrain, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que plutôt que d'avoir 40 ampoules qui crament à la maison, on ne peut pas en dévisser au moins la moitié, quoi, déjà, pour commencer? Et après, se dire que ce qu'on a déjà... Enfin, moi, vous voyez, moi, j'ai une coque, vous voyez? Mon téléphone, il peut durer 8 ans, quoi. Ben ouais, mais ça tombe de 17 mètres de hauteur. Donc, des détails comme ça, mais... Enfin, on peut amener les choses bien plus loin, quoi. Et on le fait pas, parce qu'on est toujours attiré par... Enfin, moi, j'ai plus de télé, ça fait 25 ans. Donc, tout ce qui est... je suis plus dans le matérialisme, je m'en fous pas mal, quoi. Voilà, revenir à des choses simples, se nourrir, déjà. Savoir ce que c'est que de se nourrir, mettre les mains dans la terre, déjà, pour arrêter d'aller continuer à acheter des merdes chez Leclerc, chez Auchan et tout, quoi. Donc, voilà, moi, j'ai 400 mètres carrés de potager, je suis autonome. Je vous le dis, après, vous allez me dire, oui, mais vous êtes privilégié, vous avez du terrain. Dans la Constitution française, vous pouvez vous nourrir vous-même. Vous allez à la mairie demain et vous dites, c'est inscrit dans la Constitution française comme quoi on a le droit de vous donner un lopin de terre pour vous nourrir. Ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais demain, vous allez à la mairie, vous dites, voilà, je veux un lopin de terre communal pour aller me nourrir. Et si on s'y mettait un petit peu tous, et si on faisait bouger les choses, voilà, on arrêterait de bouffer des légumes de merde qui viennent à l'autre bout de la planète. C'est des détails. Après, je ne vais pas refaire l'histoire, hein, sinon on y passerait des heures. Mais voilà, c'est des tout petits trucs. Mais déjà, commençons à être sobres, et puis ce qu'on a, on le garde, quoi. Voilà, les pantalons, ils sont un peu troués au cul, et on s'assoit, on reste assis toute la soirée. Voilà. Tu l'as acheté où, ta coque? Merde, il marche plus. J'avoue. C'est mon fils. Effectivement, cette coque, on a tous envie de l'acheter, là, après cette démonstration grandiloquente. Voilà, société de consommation, vous allez acheter... C'est ça, on va tous se retrouver. Franchement, c'est complètement contre-productif, cette soirée. Madame, une question au fond. Oui, du coup, je vais revenir un peu sur le film. J'espère que tout le monde m'entend. En fait, ce que je vois dans le film, c'est qu'on a un moment précis. Donc c'est le moment vraiment du sabotage, il y a beaucoup d'actions, c'est très dynamique, donc ça semble très intéressant. Mais vous, je suppose que votre vie, c'est pas ce film, donc vous n'avez pas des actions comme ça tous les jours. Donc quelles sont plutôt vos actions glorieuses ou moins glorieuses que vous faites tous les jours et qui en fait sont importantes dans votre activisme, s'il vous plaît? Merci pour cette question. Parce que c'est quels sont les modes d'action, je répète, quels sont vos modes d'action au quotidien? À quoi ressemble votre vie quotidienne d'activiste? C'est ça la question? C'est ça la question. Ah ah! Vous avez 2 heures. Si vous voulez, moi je vous parle de la vie de journaliste, il y a plein de trucs à dire. Thomas, peut-être? Alors déjà, je suis désolé, je le redis, je me définis pas comme activiste. Moi, je suis comme vous, voilà, un travail, je fais ce que je peux à ma manière, voilà.
Ça ressemble à quoi? Ben, en fait, alors, c'est drôle et moins drôle. Hein. Bon, mon couple a explosé en 2019 quand j'ai passé 28 jours devant le ministère de la Transition écologique pour parler à une ministre qui, à l'époque, était Elisabeth Borne, qui était ministre de la Transition écologique. Voilà, donc là, maintenant, je suis en garde alternée. Donc, une semaine sur deux, quand j'ai mon fils, je travaille, puis je vais le récupérer à l'école, parce que ça, c'est mon gros délire, de le voir sortir avec son petit cartable. Et ensuite, quand je ne l'ai pas, je pars sur des actions. Donc là, je vous dis ce que j'ai fait cette semaine. Vous êtes prêts? Bon, samedi, j'étais à Metz j'ai parlé à l'Institut européen d'écologie. Donc j'avais une conférence. Et puis dans la foulée, il y a un gars qui est venu me voir, qui travaille au parc naturel régional. Il m'a dit, ils ont rasé une forêt là juste à côté. Donc le lendemain, dimanche, je vais aller faire une vidéo dans la parcelle qui a été rasée en pleine période de nidification. Lundi, France Info, voilà, un podcast l'après-midi. Là, demain, je pars au Mans. Parce qu'il y a Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture ou de la Forêt, je ne sais plus, qui va raser 200 arbres d'alignement dans sa commune. Voilà, donc on va aller empêcher ça. On va aller faire du bruit. Et normalement, je dois aller pour l'appel pour les forêts vivantes jeudi et vendredi dans le Limousin, rassemblement de collectifs qui luttent contre les coupes rases partout en France. Voilà. Et toi, Magali, comment se traduit ton engagement au quotidien? Là, je sais pas trop, là, j'ai vraiment le nez dans le guidon. Raconte-nous ce que tu fais contre l'extrême droite, peut-être, parce que c'est aussi ça, c'est aussi une forme de lutte pour l'écologie. Le 9 juin en soir, on s'est retrouvés à 22h dans un call avec des dizaines d'orgas à se demander qu'est-ce qu'on fait, comment on se coordonne, quelle stratégie on met en place. Sur le terrain, victoire populaire à fond, que ce soit dans les circonscriptions, en phoning, ils passent des calls toute la journée. Ils ont commencé avec un appel du 18 juin, petite référence à De Gaulle, à la résistance, tout ça, ça a cartonné. Ils ont fait 20 000 calls dans la journée, donc on essaye de leur envoyer un maximum de monde via toutes les personnalités avec lesquelles on travaille. Donc on va mobiliser au maximum les personnalités pour recruter sur le terrain. Il y a énormément de sujets sur... déjà, le premier truc, c'était réunir la gauche. Donc, comment on réunit la gauche? Comment on met la pression sur les partis politiques pour les faire se réunir? On croit que c'est bon le lundi soir. Ah ben non, le jeudi, c'est peut-être pas bon. Donc, comment on fait pression? Est-ce qu'on fait monter une pression de la population? Ou bien est-ce que c'est complètement contre-productif parce que ça va faire switcher des négociateurs qui vont quitter les négociations? Même question le samedi matin quand il y a la purge LFI. Gros sujet là, moi, avec le réseau Atlas, dont je trouve qu'il est complètement pas suffisamment couvert par les médias, alors qu'ils sont complètement responsables en fait de ce qui se passe dans le débat des idées. Donc ça, c'est un truc que peut-être qu'il faut rappeler un peu ce que c'est que le réseau Atlas. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure quand même. Mais en France, depuis 1980, en fait, ils financent des instituts de formation politique qui forment des candidats de droite et d'extrême droite, qui forment des porte-paroles comme Agnès Verdier-Molinier, qui se présente comme une experte dans les médias, qui est invitée partout alors qu'elle n'est pas du tout experte en politique. Ils vont diffuser énormément de fausses idées en utilisant des techniques manipulatoires qui ne sont pas du tout démocratiques, comme les techniques d'astroturfing, c'est-à-dire ils vont faire croire qu'il y a une base qui soutient quelqu'un ou un mouvement, alors qu'en fait cette base elle est complètement fabriquée, elle est complètement factice. Ils vont payer des thèses universitaires qui sont complètement pas scientifiques. Et donc ça c'est une de leurs manières préférées de procéder, c'est-à-dire de faire de la science de diversion et de financer des espèces de fausses thèses scientifiques qui vont pousser partout dans les médias. Médias qu'ils ont achetés en grande partie, donc en fait ils décident de ce qui se passe dans ces médias-là. Bref. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils sont très organisés. C'est pour ça que je voulais que tu l'expliques. C'est que c'est très organisé, c'est très pensé, c'est très coordonné. Ce qui n'est pas forcément le cas. Bon, là, c'est en train de l'être, mais de la lutte à gauche pour les droits, pour plus de justice sociale et pour l'écologie, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont ils sont plus de 500 organisations dans plus de 100 pays et ils ont des moyens colossaux puisqu'ils sont adossés au lobby du pétrole, au lobby du tabac, au lobby pharmaceutique. Et en fait, derrière, ce sont beaucoup de personnes qui ont fait fortune dans le pétrole et dont l'ennemi numéro 1 est l'écologie. Puisque si la transition écologique réussit, nous n'extrayons plus de pétrole.
Voilà. Je sais que tout le monde est en train de couler parce qu'il fait très très chaud, mais est-ce qu'il y a encore une personne qui voudrait poser une question? Oui, tout au fond, monsieur là-bas. Je pense que là, faut... Ouais, exercice de théâtre. Du coup, moi je voulais un peu rebondir sur ce qu'a dit la personne avant là. Je trouvais que c'était très intéressant comme question, parce que pour moi, en fait, je veux dire, là, le film, c'était, ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, il fallait s'en prendre à justement des infrastructures, en fait. On a beaucoup parlé ici d'idéologie, de faire changer les idées. Enfin, pour moi, je pense que c'est pas forcément le plus efficace. Je pense qu'en fait, ce qu'il a appelé le système des infrastructures, des technologies, des industries, en fait, il a des points névralgiques. Et en fait, vraiment, faut vraiment qu'on se voit, je pense, comme un colosse au pied d'argile qui a des points faibles et où, effectivement, là, quelques jeunes, ou je sais pas combien ils étaient, j'ai pas compté, mais qui s'en prennent à des endroits vraiment très importants, parce que là, c'était juste sur le terrain d'un type, ça faisait chier, et du coup, ils ont tous eu cette... on va dire c'était un peu une action symbolique qui ensuite pouvait avoir des répercussions avec d'autres personnes qui allaient faire les mêmes actions. Mais si ces mêmes actions pouvaient être faites à des endroits beaucoup plus intéressants, en quelque sorte, sur vraiment les points névralgiques. À quoi est-ce que vous pensez, pardon Par exemple, il y a des canaux, par exemple, typiquement, il y a des endroits où les bateaux passent, des bateaux qui affrètent énormément de pétrole, énormément de marchandises et tout ça, qui passent en fait par des endroits très étroits et qui peuvent être bloqués, par exemple, de manière légale et non violente. Et de même, par exemple... Peut être bloqué de manière légale et non violente. Bah oui. Non, mais je veux dire, des manifestations, il y avait des blocages de Tiru l'an dernier. C'était légal d'une certaine façon, on se mettait juste devant, voilà quoi. Enfin, rien que pardon. Et c'est pas violent. C'est pas violent, on s'en prend à personne en fait. Non, mais je dis ça parce que parfois il y a vraiment cette distinction à opérer entre ce qui est légal et ce qui est violent. Et il y a beaucoup de médias qui font la confusion entre ce qui est illégal et ce qui est violent. Et souvent, dès qu'on contourne la légalité, même d'ailleurs quand on la contourne pas, on va nous dire non, mais c'est illégal, donc c'est forcément mauvais. Et donc cette question, comment est-ce qu'on peut obstruer le système économique sans rentrer dans l'illégalité en faisant quelque chose de très matériel? Ça, je vous convie à des formations qu'on donne avec le groupe Antitech Résistance, justement, pour pouvoir vous intégrer à l'orga si vous voulez. Le groupe comment? Ça s'appelle Antitech Résistance. Antitech Résistance. Ouais, voilà. Et donc, où nous, on élabore vraiment une stratégie basée sur le côté matériel, en fait, de ce système, en se disant que c'est pas en fait en changeant les idées des gens, parce qu'on le voit en fait avec le vote et tout ça, actuellement, en fait, ça marche pas. Qui c'est qu'au pouvoir, c'est Macron. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'on va vraiment... pour moi, c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. C'est vraiment en s'attaquant aux endroits auxquels les gens... Matériels, en fait. Voilà, on les force à cesser. C'est finalement, oui, tout l'objet du film. Voilà, au lieu de convaincre le bourreau de ne pas tuer la personne qui est en face de lui, on lui arrache sa hache, quoi. Pour moi, c'est évident. Magali, comment tu réagis à ça? Toi qui appelles justement à changer les choses par le vote, là, il y a vraiment une vision du monde, du militantisme qui est différente sur l'urgence qui exige cette radicalité-là et cette obstruction des moyens de production de ces énergies polluantes. Alors moi, j'ai parlé du vote et des imaginaires, mais je pense qu'il faut tout faire, hein. Voilà. Et je pense que c'est effectivement très efficace, et c'est ce que dit Andreas Malm, c'est que le capitalisme en fait a besoin, on peut s'opposer au capitalisme en augmentant les risques. Et Stop Hiccup l'a vachement bien fait, tu vois, d'augmenter les risques de plein de manières différentes, en ciblant les banques qui finançaient le projet, puis les assurances qui finançaient le projet, puis les AG de Total. Et ce que tu mentionnes, c'est aussi très efficace. Et quelque part, c'est ce que fait Thomas quand il empêche un projet d'autoroute de se construire, c'est qu'il ralentit le projet, il augmente les risques financiers du projet, et souvent, ça peut fonctionner. Antitech Résistance, là-bas. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que tu veux réagir, Thomas, avant, à cette question du sabotage, donc on a quand même déjà évoqué, mais sur le fait d'avoir besoin du sabotage, peut-être en plus des actions que toi tu effectues, que Magali peut effectuer?
Bah, en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que sur le projet A69, on est en relation directe sur le terrain avec XR, les soulèvements de la terre, et on est plusieurs orgas. Je pense que clairement, l'un ne va pas sans l'autre. Après, c'est pas l'ADN de mon association, mais le blocage, en tout cas des chantiers, ça permet justement de pouvoir avoir l'action juridique qui peut arriver à son terme, parce que le projet A69, les recours sur le fond ne sont pas purgés, alors que si on écoute notre cher ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale, il dit clairement que tous les recours ont été purgés. Mais bon, voilà, après, des fake news, il y en a tous les jours. Donc voilà, le rôle des personnes sur le terrain, c'est de retarder les travaux pour que la justice puisse faire son travail. En espérant, bien entendu, que ce qui est compliqué, c'est que les juges sont pas mal inféodés au laboratoire Pierre Fabre dans le sud de la France, hein, et qu'on prend souvent quand même des revers au niveau de recours qu'on dépose et qui sont parfois clairement, enfin pour nous, qui sont clairement actés comme étant, qu'on devrait les gagner, quoi. Et on les gagne pas. Donc voilà, c'est compliqué tout ça. Voilà, on va pas refaire le monde ce soir, mais. Bah, c'est un petit peu l'objectif quand même de ce débat. Est-ce qu'il y a une dernière question tout au fond là-bas? Ah, il y en a deux de ce côté-là. C'est vrai que je vous ai pas regardé à chaque fois. Oui, on entend. Moi j'avais une question parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup entre personnes convaincues. Et souvent on a tendance à rester dans un cercle un peu militant. Enfin, de personnes convaincues, c'est comme ça. Et moi quand je sors un tout petit peu de ma bulle, de ma sphère sociale, je me rends compte que la plupart des gens, beaucoup de gens ne savent pas du tout. Et moi, je suis convaincue qu'il faut qu'un maximum de gens soient convaincus que ça change. Peut-être que je me trompe. Mais comment est-ce qu'on fait, en fait, vis-à-vis de ça? Parce qu'il n'empêche que Eric Guérin, il a quand même fait 30% des votes sur le fascisme démocratique. Donc, il y a quand même des petits problèmes de ce côté-là. Merci pour cette question. Je la reformule rapidement pour ceux du fond là-bas. Comment est-ce qu'on convainc de prendre conscience des enjeux qui se jouent? Comment est-ce qu'on fait pour pas rester dans cet entre-soi militant? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'extrême droite dans la salle qui veut venir et nous dire si on l'a convaincu. Thomas, dis-nous, parce que je t'ai vu réagir à cette question. Comment est-ce qu'on convainc, blague à part? Je veux bien réagir à ça parce que en ces temps troublés, j'ai envie de vous dire, ça permet de reparler un petit peu. Reprenons l'exemple des guerres, 39-45 ou 14-18. C'est toujours une poignée de résistants. En fait, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps. En gros, c'était entre 2 et 3 millions, si mes souvenirs sont bons, de personnes qui étaient clairement investies du fait que cette guerre, elle était pourrie. Et qui auraient aimé s'engager. Et parmi ces 3 millions, c'est 200 000 personnes qui ont libéré, en fait, qui ont permis par des actions des résistants, en fait, c'est 200 000 résistants donc, qui ont permis que la France soit libérée. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est toujours une poignée de résistants, en fait, et que ce soit dans les luttes pour le vivant, qui œuvrent pour qu'une grande majorité en profite. Moi, je suis pas persuadé que de toute façon, il faudra changer tout le monde. Ça, c'est pas possible. Il y a des personnes qui sont très bien dans leur confort et qui se foutent pas mal de ce qui va arriver. Voilà, moi, j'ai l'exemple de personnes proches qui m'ont dit, bah, écoute, Thomas, nos enfants, ils se débrouilleront, quoi. Super. Voilà, donc moi, aujourd'hui, je me dis, non, il faut arrêter ça et il faut pas se désœuvrer parce que tout le monde ne suit pas. Faisons déjà, nous, quelque chose, déjà. Et ensuite, voilà. Ça. Et autre chose d'important, la puissance que vous nous donnez sur les réseaux sociaux. Moi, avant de faire la grève de la faim, j'avais 3000 personnes sur Instagram. Je me servais absolument pas de ces trucs-là parce que je n'arrivais pas à m'en servir. Et je ne suis toujours pas à m'en servir. Je fais du mieux que je peux, mais bon, je suis une bille et ça me gonfle. Mais là, j'ai 62 000 personnes qui me suivent. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on fait du bruit. C'est aussi peut-être pour ça que... on devient un peu intouchable, c'est compliqué, voilà. Et je vous le dis clairement, suivez les personnes qui font des choses, donnez-leur de la puissance médiatique au niveau des réseaux sociaux, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas, enfin, moi je pense, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, et à la fois, moi-même étant activiste beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense qu'on a un énorme besoin de revenir à la vie quotidienne et sur le terrain. Et je pense que la situation dans laquelle on est, c'est peut-être aussi parce qu'on est trop sur les réseaux sociaux
et qu'on parle plus assez aux gens autour de nous. Et là, on le voit, les clivages dans la société française sur énormément de points de rupture. Je pense que on gagnerait à parler à des gens qui pensent pas comme nous, avec des gens qui sont vraiment dans d'autres modes de vie, qui votent différemment de nous, etc., pour recréer du lien. Et moi, je considère que mon ennemi, c'est les idées d'extrême droite, que c'est les représentants des partis, mais que c'est pas l'électorat d'extrême droite. Et moi, j'ai vraiment envie de renouer du lien et d'aller parler avec ces personnes-là. Donc en fait, il faut aussi vraiment réussir dans la vraie vie à sortir de nos bulles de convaincus. Donc on peut faire un peu les deux. On peut être sur les réseaux et effectivement aller convaincre des gens dans la vraie vie. Il y avait une question là-bas, oui. Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure de comme quoi on peut tout faire. Je pense qu'en fait il y a un arbitrage à faire dans ce qu'on décide de faire parce que justement nos ressources en tant que résistants aujourd'hui sont assez maigres. Comme l'a dit Thomas, moi je pense qu'on ne pourra pas non plus convaincre tout le monde. Pas juste parce que les gens sont de mauvaise volonté, mais parce que les gens aujourd'hui ont été rendus matériellement dépendants du capitalisme pour vivre, pour se nourrir, pour manger, se loger, etc. Et du coup, en fait, il y a un enjeu à penser des actions de résistance, y compris en fait sans attendre d'avoir la majorité des personnes. Et aussi sans penser toujours à cette espèce de truc de on peut tout faire à la fois, parce qu'il y a un contexte aujourd'hui de dégradation écologique accélérée qui empire chaque année, qui fait qu'il faut réagir vite et surtout efficacement, c'est-à-dire pas disperser son énergie. En 1939, on disait pas aux gens il faut voter pour les moins pires des collabos, on leur disait pas il faut trier vos déchets. On leur disait réfléchissez à comment vous pouvez essayer de pratiquement entraver le système de gouvernement qui vous oppresse, le système économique et l'oppression des populations, quoi. Enfin, je sais pas, ça paraît logique. Et en fait, aujourd'hui, l'écocide climatique qu'on connaît, il est terrible aussi et il doit nécessiter aussi des réflexions profondes sur la résistance et sur la nécessité de justement pas se disperser dans des mauvaises actions, des mauvaises tactiques qui sont pas efficaces et pas se disperser non plus dans des mauvaises solutions. Je pense que si aujourd'hui la gauche et l'écologie déçoit, c'est notamment parce qu'il y a eu un grand manque de clarté sur qu'est-ce que c'est la transition écologique. Quand on vend des panneaux solaires, des éoliennes, mais en fait les gens se rendent compte qu'on se fout de leur gueule. On voit bien que ça dépend du pétrole, on voit bien que ça détruit des écosystèmes. Ce qu'il nous faut, c'est une décroissance radicale, redonner de l'autonomie aux populations et s'organiser matériellement et efficacement pour passer de luttes défensives à des luttes offensives où on cible l'infrastructure du système pour la mettre à l'arrêt. Voilà. Bon, écoutez, Je pense que là, tout le monde a entendu. Est-ce que vous voulez réagir à ces paroles ? il aurait dû être à ma place. Ah bah. C'est vrai qu'il y a un talent oratoire. Et je pense que ce discours-là, je pense que c'est pas la première fois que tu le tiens parce qu'on sent qu'il vient du cœur. Voilà, une fois de plus, quand on dit arrêtons de penser, là c'est un discours qui vient du cœur. Donc on est capable de faire plein de choses et quoi. Avec des discours comme ça, il vous a déjà tenu en haleine pendant 2 minutes. Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le cœur qu'il faut refaire travailler. Quand ça va pas, quand c'est pas correct, quand vous trouvez que ça fonctionne pas, il faut plus se poser la question. Il faut dire stop. Là il y a un truc qui va pas. Voilà. Ben non, mais je suis d'accord avec toi en vrai. Hein. Et quand je dis qu'il faut tout faire, je parle pas de tout le monde doit tout faire, c'est impossible. Et il faut partir effectivement du constat, du diagnostic et de la meilleure stratégie à mener. Et à partir de là, que chacun voit comment il peut agir au maximum de ses capacités et tout le monde va pas être au même endroit. Et on peut pas demander à tout le monde d'être un résistant, on peut pas demander à tout le monde de faire ce que fait Thomas. Donc en fait, dans cette projection d'un nouveau monde et la stratégie pour y arriver, chacun doit trouver sa juste place, là où il va être le meilleur, là où ça va lui donner de la joie et là où il va pouvoir être au max, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière intervention parce que malheureusement l'heure est écoulée et que nous allons devoir terminer cette session pour boire abondamment. Une dernière intervention. Bonsoir. Je voulais vous demander quelles étaient vos solutions d'économie écologique. Les solutions d'économie écologique. Ah, c'est une disserte de philo et d'économie à la fin de cette conférence. Petit plot twist. C'est super compliqué. C'est Arthur Keller qui mentionne que l'enjeu, c'est d'arrêter de produire des déchets.
Globalement, je suis d'accord. Après, il y a plein de manières de l'incarner, l'économie circulaire, régénérative, en s'inspirant la plupart du temps du biomimétisme, donc de ce que fait la nature, mais c'est commencer par arrêter de produire des déchets. Très très belle improvisation. Thomas, est-ce que tu... Je suis désolé, j'ai pas écouté la question. Je faisais des exemples d'économie écologique. Ouais, les exemples d'économie écologique. Donc comment tu conçois l'économie écologique, c'est ça, hein? L'économie écologique. Ah, alors là, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions hein, quand on n'a pas la réponse. Non, j'ai pas de. Là, je suis désolé, je sèche. Moi, je trouve ça super de parfois dire qu'on sait pas. Mon diplôme. Pas... Oui, non, parce qu'en fait, moi, je me dis pas avoir la réponse à tout. Et puis non, il faudrait que je le réfléchisse et on revienne demain. Vous êtes là demain? Bon, en tout cas, merci beaucoup à Cinema for Change pour l'organisation de ce débat. Merci beaucoup d'avoir été aussi calme. Incroyable. Merci à tous les deux. Et merci à la Rotonde d'accueillir ce débat. Bonne soirée.